Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 d'Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. C'est toujours Antoine Beneteau et pour ce premier épisode, je suis accompagné par Quentin Moinet, envoyé spécial à Melbourne. Salut Quentin. Salut Antoine. Et Romain Lefebvre pour sa première apparition, je crois, dans l'émission. Bonjour Romain. Bonjour Antoine. Pour commencer cette nouvelle année, nous irons à Melbourne bien sûr pour traiter de l'Open d'Australie mais aussi de la qualité de l'air là-bas, ça pose problème. Et ensuite nous reviendrons sur la première édition de l'ATP Cup, nous nous interrogerons sur la suite à donner à cette compétition et puis nous finirons par le coin des Français avec un focus sur Corentin Moutet, récent finaliste à Doha. Allez, en place pour ce 8e épisode d'Air Open, un peu de silence, les joueurs sont prêts. Victime de violentes quintes de toux et de difficultés respiratoires à cause de la qualité de l'air à Melbourne, la Slovène Dalila Jakupovic a abandonné face à la Suissesse Stefanie Vögele pendant son premier tour de qualification à l'Open d'Australie, dû à la très mauvaise qualité de l'air. On a vu que la colère montait chez les joueurs. Quentin, toi qui es sur place, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton ressenti ? C'est très spécial. Hier, moi je suis arrivé il y a quasiment 2 semaines et depuis le début, que ce soit à Sydney ou à Brisbane, j'ai vraiment rien ressenti. Et c'est vraiment hier que d'un coup, la qualité de l'air catastrophique est vraiment sauté aux yeux, à la gorge, partout. Ouais. Il suffisait de sortir 5 minutes de sa chambre d'hôtel pour sentir d'un coup, se sentir vraiment pris, les yeux qui piquent. Et en fait, ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que le matin, c'était rapidement, on se sent un petit peu pris au niveau de la gorge, mais ça va. Et puis l'après-midi, on sort 5 minutes, les yeux qui pleurent et tout ça. Et alors nous, c'est simplement en marchant, en restant dehors quelques minutes. Et on se dit, comment est-ce qu'on peut faire un effort sportif aussi intense qu'un match de tennis, professionnel bien sûr, quand déjà rien que marcher avec cette qualité de l'air est problématique. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu des joueuses ou des joueurs vraiment souffrir de ça sur le terrain ? Oui, donc il y a évidemment la Slovène Jakupovic, oui, j'avais parlé, au début, qui a dû abandonner. Voilà, exactement. Alors qu'en plus elle menait. Enfin, elle avait gagné le premier set et elle avait une balle pour égaliser à 6-6 au deuxième set. Et c'était plus possible. Mais en fait, le point juste avant l'abandon, c'est un point énorme, un gros rallye qu'elle gagne. Et en fait, après ce rallye, elle n'arrive pas à s'en remettre, elle n'arrive pas à reprendre sa respiration. Et en fait, c'est pour elle totalement impossible. Ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, elle s'accroupit parce que c'est plus simple pour elle de réussir à respirer en étant près du sol. Je sais pas s'il y a une explication scientifique à ça, peut-être plus près du sol, de moins ressentir les effets négatifs de l'air. Mais c'était tout simplement impossible pour elle. Et je peux vous dire que son adversaire, c'était à peine mieux. Donc, je pense que son adversaire était contente que l'autre soit la première à lâcher. Ouais. Et à côté de ça, c'était le seul abandon hier, mais il y a eu d'autres cas où des gens ont dû prendre des inhalateurs pour respirer. Il y a Tomic, il y a plusieurs joueuses. Ouais. On voyait dans les tribunes qui étaient très, très vides. Il y avait quand même quelques supporters. Certains avaient des masques. Alors, je ne sais pas si les masques sont efficaces ou pas, mais en tout cas, c'est des scènes qu'on n'est pas habitué à voir à l'Open d'Australie. Romain, selon toi, qu'est-ce que les organisateurs auraient dû faire ? C'est un peu compliqué de se mettre dans la peau des organisateurs, d'autant plus que la journée d'aujourd'hui, qui a été très perturbée par la météo, par la pluie, fait qu'on peut se demander s'ils n'ont pas poussé les joueurs à rentrer sur le court et à jouer les matchs, sachant qu'aujourd'hui, il n'y en a eu que 16 qui se sont terminés, si je ne me trompe pas, Quentin. C'est sûr que si hier, les parties n'avaient pas démarré ou il n'y a pas eu de programmation, pas de match du tout, là, pour le coup, le retard aurait été conséquent dans la programmation des qualifs. Donc, je me demande si, sachant la météo du lendemain, ils n'ont pas insisté pour faire jouer. Après, Quentin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a des cours couverts, un certain nombre de cours couverts à Melbourne Park, et il se trouve que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer hier, jouer sur ces cours couverts des rencontres des qualifs n'aurait pas été non plus une bonne solution. Je ne parle pas des 3 cours principaux qui sont sous air conditionné. Oui. Je parle des cours du CNE local, du CNE de Melbourne, australien, qui, paraît-il, attirait la poussière et faisait que les ventilos, l'air était encore plus irrespirable à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Moi, je pense qu'ils auraient pu quand même, non pas annuler la journée, mais reporter beaucoup plus tard le début des parties, puisque je crois savoir qu'en fin d'après-midi, l'air était plus respirable. Sachant qu'en plus, il y a ces journées de samedi et dimanche qui arrivent, pendant ces jours-là, pour l'instant, il n'y a pas de match de programmé. Donc, il y a toujours cette zone tampon de 2 jours qui aurait pu être utilisée. Juste pour faire un point sur l'indice de l'air qui est présent à Melbourne, hier, on a vu des pics
de qualité de l'air à 380, je crois. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, la moyenne est de 40. Donc, ça dit du niveau de pollution qu'il y a en ce moment à Melbourne et en Australie. Quentin, tu le disais, il y a eu d'autres incidents. Il y a eu aussi un ramasseur de balles qui a fait un malaise. Il y a Eugénie Bouchard qui a fait appel au médecin sur le court pour des douleurs au poumon. Il y a Maria Sharapova qui jouait un match exhibition juste en dehors de Melbourne et qui a abandonné. Donc voilà, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. On a vu un peu les réactions sur Twitter de certaines joueuses, certains joueurs. Est-ce que toi, Quentin, là-bas, tu as senti ou tu as eu part de certaines réactions de joueurs en direct? Oui, il y a beaucoup de joueurs qui prennent part aux qualifications qui étaient évidemment mécontents, ceux qui jouaient hier et ceux qui jouaient aujourd'hui, parce que ceux qui commençaient aujourd'hui, ils étaient censés s'entraîner hier et c'était pas forcément beaucoup mieux pour eux. Oui, c'est vrai. Alors juste pour revenir sur ce que vient de dire Romain, en fait hier les conditions ne s'étaient pas améliorées en fin d'après-midi. Au contraire, le pic a été atteint de 380 dont tu parlais, a été atteint vers 17h ou 18h. D'accord. Donc ce qui fait qu'en fait, soit ils faisaient jouer les matchs comme ils ont fait, vu qu'en indoor, comme vous l'avez expliqué, c'était pas possible, c'était encore pire parce que le système de ventilation faisait que c'était encore pire. Soit en fait ils étaient obligés d'annuler la journée parce que je pense qu'ils savaient qu'ils avaient des prévisions qui montraient que ça n'allait faire qu'empirer dans la journée. D'accord. Mais je pense quand même malgré tout que c'était la priorité, c'était la santé des joueurs, des ramasseurs, des arbitres et des fans, et que avec ces 2 jours tampons dont vous avez parlé tout à l'heure, il y avait la possibilité malgré la pluie aujourd'hui d'annuler ces 2 journées quasiment et de commencer en fait vraiment les qualifs jeudi demain et de faire de jeudi à dimanche. En plus, on a vu Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, qui a fait part de sa décision, qui a dit qu'il l'avait basée sur des experts. Donc voilà, c'est assez surprenant. On espère que il y aura pas de répercussions sur les organismes des joueuses et des joueurs qui jouent les qualifs, déjà pour la suite de leur tournoi, et puis même pour la suite de leur carrière. On espère que leur corps ne va pas trop souffrir de ces conditions-là en Australie. On va passer à notre deuxième thème, l'ATP Cup, donc toujours en Australie. Quentin, tu l'as suivi. Une nouvelle édition. Romain, plutôt réussi cette première édition d'ATP Cup, non ? Oui, grosse réussite. Moi, j'étais pas sur place, mais comme beaucoup, j'ai suivi ça à distance. Et c'est vrai que on peut s'étonner du succès, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un succès. Quand je dis on peut s'étonner, c'est que c'est quand même une épreuve qui a été... je veux pas dire improvisé, parce que Tennis Australia n'improvise pas, c'est quand même des gens qui sont habitués à l'organisation d'événements sportifs et de tennis, mais ça a été quand même monté à la va-vite. Ouais. Et ce qu'on peut dire, c'est que après avoir fait un bilan de cette épreuve versus la Coupe Davis, et ben cette épreuve toute neuve, toute nouvelle, a marqué beaucoup plus de points que la Coupe Davis, qui est une épreuve centenaire, et c'est ça qui fait mal au cœur. Moi, c'est ça qui me blesse, c'est-à-dire que une épreuve centenaire aujourd'hui a été pas balayé, mais en tout cas a souffert de la comparaison très nettement vis-à-vis de l'ATP Cup, qui est une réussite, pas globale, mais en tout cas, il y a quelques points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs. Oui, si on devait les mettre face à face, c'est vrai que l'ATP Cup a remporté ce duel. On va juste rappeler quelques chiffres. Ça a été un succès en termes de participation des joueurs, 8 top 10, 17 joueurs dans le top 20. Il y a eu une finale rêvée entre la Serbie de Djokovic et l'Espagne de Rafael Nadal. On rappelle que c'est la Serbie de Novak Djokovic qui l'a remporté. Il y a eu du show, le public a été au rendez-vous. Toi, Quentin, qui étais sur place, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette compétition ? Je partais un peu avec un a priori négatif, étant évidemment fan, comme quasiment tous les Français, de la traditionnelle Coupe Davis, de la feu Coupe Davis. Oui. Et finalement, j'ai été assez pris par le truc au fur et à mesure. Le côté trois villes, bon, même s'il y a eu des points négatifs là-dessus, notamment ceux qui venaient de Perth. Oui, avec un décalage horaire. Un voyage de 3-4 heures, un décalage horaire à digérer en 24 heures avant de rejouer le lendemain. Donc ça, il y en a pas mal qui s'en sont plaints, notamment la Russie et Nadal côté espagnol. Mais à côté de ça, ça a été une assez grosse réussite populaire. Le fait que ce soit en Australie, on sait que c'est un public vraiment fan de tennis qui répond toujours présent. Ouais, fan de sport aussi. Moi, j'étais pas à Madrid, mais je me souviens des images de France-Japon avec un stade mais totalement vide. Et ça faisait mal au cœur presque de voir ça, de voir une soi-disant rencontre de Coupe Davis devant personne. Et là, alors tous les matchs n'ont pas fait guichet fermé, mais il y avait quand même souvent du monde. Il y avait des vrais supporters, les colonies grecques, les Serbes qui ont fait énormément de bruit.
et qui ont mis une grosse ambiance. Et en plus, ils ont eu l'énorme chance, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir la finale rêvée avec le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial en face. Vous pouvez pas rêver mieux qu'ils jouent au double décisif avec un gros suspense. C'était le truc parfait. Ouais, bien sûr. Moi, je veux revenir sur la valeur sportive de la compétition. Il y a eu un petit problème, enfin un petit couac, je trouve, c'est que les participants, pour eux, ça constitue un 19e tournoi pour constituer leur classement ATP. On rappelle que pour tous les joueurs du classement ATP, normalement, on prend les 18 meilleurs résultats. Et là, le simple fait de participer à cette ATP Cup, ça rajoute un 19e tournoi pris en compte. Est-ce que Romain, tu trouves ça juste, toi, pour les joueurs ? Non, moi je suis d'accord avec certaines voix qui se sont élevées contre ça, certaines voix de joueurs qui n'étaient pas dans le casting de la TP Cup. Ouais. Il faut savoir que le casting est assez restreint, puisque un joueur comme par exemple Wilfried Tsonga, qui a joué la Coupe Davis en fin d'année dernière, n'était pas dans le casting dû à son classement. Donc c'est vrai que c'est un peu injuste. Il y a quand même un certain nombre d'injustices au-delà de ça. Et, la distribution des points est assez importante. Ouais. Alors, c'est pour donner de la valeur à cette épreuve, mais quand on voit que le vainqueur, si je ne me trompe, gagne 675 points, on n'est pas loin d'un Masters 1000 en début d'année. C'est plus qu'un 500, c'est énorme. Voilà, donc c'est quand même un très gros pactole. Au-delà de l'argent, je veux pas rentrer en ligne de compte parce que à la limite il y a des exhibitions. Bien sûr, ça c'est pas un problème. C'est pas là on parle de valeur sportive, de compétition qui rentre dans le calendrier, et c'est vrai que ce décalage entre les points distribués et le fait qu'il n'y ait par exemple pas de points en Coupe Davis, alors que l'investissement était le même, c'est assez dommageable. Et je pense qu'il y a vraiment une régulation à opérer de ce point de vue-là dans les mois, les années à venir. Mais ça va être très compliqué parce qu'une fois de plus, il n'y a pas une gouvernance unique qui peut trancher sur ces questions-là. Et j'ai peur qu'il y ait une sorte de statu quo et que ça se maintienne année après année. Je ne vois pas avec les contrats qui ont été signés sur la durée comment on peut changer les choses, même si des voix importantes se sont élevées pour fusionner Coupe Davis et ATP Cup. Mais j'ai l'impression que le tennis s'est mis dans une impasse, le tennis mondial s'est mis dans une impasse, et je vois pas comment le tennis peut en sortir. Il enchaîne déjà sur ma question d'après, il est fort, Romain. Je voulais juste revenir pour rappeler le moyen de sélection des joueurs pour cette ATP Cup. C'est vraiment les meilleurs joueurs au classement ATP par pays qui sont sélectionnés. Et le numéro 1 du pays, c'est lui qui désigne le capitaine. Donc souvent, il désigne soit son coach. Nous, en France, donc ça veut dire que c'est Gaël Monfils qui a désigné Gilles Simon capitaine joueur. Comment on fait, alors je vais aller plus loin, comment on fait pour sortir de cette impasse ? On est maintenant dans une année où on a une ATP Cup qui est très bien placée en termes de date. C'est aussi une des raisons du succès, je pense. Et une Coupe Davis qui, elle, est la plus mal placée à la fin de l'année où les joueurs arrivent rôtis pour jouer cette compétition. Toi, Quentin, qu'est-ce que tu penses de ça ? Quelle est cette solution que pourrait trouver le tennis mondial pour sortir de cette impasse ? La solution qui paraît la plus évidente et qui en même temps est certainement très compliquée à envisager, c'est la fusion. En tout cas, qu'il n'y ait plus qu'un événement entre la Coupe Davis en novembre et la ATP Cup en janvier. Plutôt en janvier, parce qu'en termes de date, c'est évidemment bien mieux pour les joueurs, même pour les fans, pour tout le monde. Alors après, le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut évidemment qu'il y ait des discussions entre l'ATP et l'ITF qui sont pas vraiment dans des relations excellentes en ce moment. Ouais. Et il y a aussi une autre date sur laquelle je pense l'ATP et l'ITF ont un peu lorgné à un moment et peut-être encore maintenant, c'est la semaine de la Lever Cup en septembre. Ouais, bien sûr. Qui pose évidemment d'autres problèmes juste après l'US Open. Surtout que l'ATP s'est engagé dans cette Lever Cup. Directement à Roger Federer. Ouais, en plus, ouais. Moi, je veux faire un lien avec l'Open d'Australie aussi, parce que sportivement, on a vu quand même Novak Djokovic dominer déjà cette ATP Cup. Est-ce que, Romain, pour toi, c'est lui le grand favori de l'Open d'Australie ? Quand on a gagné 7 fois ce tournoi, qu'on arrive avec un paquet de victoires, des victoires probantes, le premier match, le premier gros choc de l'année contre Medvedev, qui est là, je pense que Quentin pourra en témoigner puisqu'il était sur place, qui est un match vraiment monumental dès la première semaine de l'année. Je pense que évidemment qu'il arrive ultra favori. Alors après on dit oui, mais il a lâché beaucoup de gaz dans cette semaine. Oui et non, parce que effectivement il a dû lui arriver, je pense, si ma mémoire me fait pas défaut, qu'il arrive sur
l'Open d'Australie sans avoir joué de tournoi de préparation. Là, il en a joué un et dans lequel il a puisé pas mal dans la caisse. Mais enfin, on sait que ces joueurs-là, ils sont préparés à l'enchaînement des gros efforts. On sait que sur une tournée de terre battue, ils sont capables de se dépouiller à Rome ou à Madrid et d'arriver à Roland-Garros jusqu'en finale et de gagner le tournoi. Je parle de Federer, je parle de Djokovic et de Nadal. Donc, c'est pas un problème. Je pense qu'il aura récupéré d'ici là. En plus de ça, avec leur statut, ils ont souvent 3 premiers tours assez easy dans les grands chelems. Donc, oui, pour moi, c'est le favori incontestable. Après, attention, il y a quand même une menace. Moi, je vois ces jeunes, les Tsitsipas, les Medvedev, montrer le bout de leur croc. J'ai l'impression que les dents de lait sont tombées et que il faudra quand même se méfier. Mais Djoko est ultra favori de ce tournoi, c'est sûr. J'aime bien les dents de lait sont tombées. Pour toi, Quentin, qui était sur place, tu l'as vu en vrai, tu l'as vu jouer. Est-ce que voilà, il dégage toujours cette sérénité, et puis cette surpuissance, j'allais dire, il est pas par son jeu, mais par ce qu'il dégage. Ouais, il a été impressionnant, pas forcément dès le début de la compétition, mais il est monté en puissance. Il fait pas un gros match contre Shapovalov par exemple, mais il s'en sort avec une énorme hargne à la fin. Contre Medvedev, il y a eu un niveau de jeu exceptionnel. Et contre Nadal, il a un tel avantage ascendant psychologique sur lui et sur dur que dès le début du match, on sent qu'il est sûr de lui, intouchable, même si ça c'est compliqué au deuxième set. Et donc, je vois forcément, pour moi, c'est aussi lui le grand favori. J'ai du mal à imaginer Nadal capable de le battre sur dur. Federer en 3-7 gagnants, pareil. Derrière, c'est peut-être finalement celui que je verrais le plus pouvoir le titiller, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois la saison dernière, c'est Medvedev. Ouais. Donc après avoir avec le tableau, Medvedev grâce à la ATP Cup est passé numéro 4. Ok. C'est-à-dire qu'il peut pas jouer contre Djoko ou Nadal avant les demi-finales. Donc faudra déjà qu'il soit en demi-finale. Il est encore capable d'avoir des creux en grand chelem. Mais pour moi, oui, évidemment, le numéro 1, c'est clairement Djokovic. C'est intéressant, là vous dites tous les deux, vous parlez tous les deux de Medvedev. Est-ce que Medvedev, on peut l'identifier maintenant à voilà je sais qu'il l'a montré, mais à une menace tangible pour ce Big Three? Moi, je pense que ce qu'il a fait l'an dernier dans l'enchaînement des finales durant tout l'été et jusqu'à l'US Open, ça l'a installé dans une zone très élevée. On n'enchaîne pas ces performances-là en Masters 1000, en Grand Chelem, par hasard. Donc ça, il a changé clairement de catégorie. C'est pas seulement sa finale, parce qu'on peut faire une finale de Grand Chelem de manière isolée. Bien sûr. On l'a vu avec Tsonga, machin, et c'est pas pour ça que Tsonga a été dans le Big Four. Mais concernant Medvedev, il a fait cet enchaînement-là, et cet enchaînement-là, il y a que les très grands qui sont capables de le faire. Il l'a prouvé. Donc moi, c'est pour ça que, et de toute façon, sa 4e place mondiale le justifie, c'est pour ça que je le situe vraiment très près des 3 autres. Mais écoute, on verra tout ça dès la semaine prochaine pendant l'Open d'Australie, où on verra peut-être un joueur français briller. Ce sera peut-être Corentin Moutet qu'on a vu briller à Doha la semaine dernière, où il a fait sa première finale sur le circuit ATP. Il est sorti des qualifs. Il a battu Sandgren, Raonic, Verdasco, Wawrinka et a perdu en finale contre Rublev. Donc vraiment un très très beau parcours. J'ai envie de faire un focus un peu sur lui. Il s'est séparé de Manu Planck l'an dernier. Il retravaille avec Laurent Raymond. Pour toi, Quentin, est-ce que cette année, ça peut être l'année de Corentin Moutet? Est-ce qu'il peut confirmer son potentiel? L'année de Corentin Moutet, je sais pas ce que tu entends par là. Si ça veut dire rentrer dans le top 50, par exemple. Voilà, exactement. S'installer dans le top 50, c'est exactement ça que je veux dire. Oui, je pense. En tout cas, il a une progression finalement qui est assez pas linéaire, mais qui se fait doucement. Il n'y a pas eu une énorme poussée d'un coup. On a senti déjà l'année dernière que ça venait. Il fait un 3e tour à Roland. Il gagne, je crois, un challenger à Lyon. Ouais. C'est venu assez progressivement finalement. Il progresse doucement, sans trop faire de bruit. Il fait son chemin tranquillement, en faisant beaucoup moins parler de lui et de manière négative. Je pense qu'il a été rangé un peu trop vite mis de côté, comme un joueur qui arriverait jamais, qui serait le faux espoir, le faux grand espoir du tennis français. On lui a souvent fait remarquer qu'il était toujours pas dans le top 100, qu'il serait peut-être imité à quelqu'un comme Quentin Halys qui a souvent tourné autour sans jamais y arriver. On mettait en avant le fait qu'il avait des grosses failles mentales, des failles physiques. Et finalement, on se rend compte que il bosse beaucoup, je pense.
assez content de le voir retravailler avec Laurent Raymond parce qu'il avait quand même amené à un très bon niveau. Même si Emmanuel Planck l'a fait énormément progresser aussi, je pense, en début de saison dernière. Donc c'est intéressant de le voir progresser. Moi, je pense que j'aimerais bien le voir perfer à Roland cette année. Il est rentré pour la première fois dans les 100 l'an dernier, donc en juin 2019. C'était justement après cette victoire en Challenger à Lyon. Là, il est passé 70e ATP. Pour toi, Romain, quels sont ces axes de progression ? Alors moi je suis d'accord avec Quentin, c'est vrai qu'il a progressé, c'est vrai que c'est un énorme bosseur, je pense que ça c'est pas du flanc quand il dit qu'il a encore beaucoup de boulot après avoir fait sa première finale d'un Grand Prix, un 250, la première réaction qu'il a c'est que au lieu de se satisfaire de cette semaine-là qui était une belle semaine parce qu'il bat des sacrés clients. Il bat des sacrés clients, des joueurs expérimentés qui ont 10, 15, 12 ans de plus que lui et qui savent y faire dans la roublardise pour piéger un jeune gars comme ça. Donc sa première réaction c'est de dire il y a encore du boulot. Donc moi c'est une réaction qui me plaît parce que c'est une réaction de non satisfaction et on sait très bien comment le tennis français par voie peut se complaire dans une sorte de satisfaction. L'insatisfaction c'est déjà un très bon atout dans sa manche. Après dans ce qu'il doit travailler, je pense que il le sait mieux que nous, mais ce qui me retient un petit peu, c'est l'effort en Grand Chelem. On va voir comment ça va se passer en Grand Chelem cette année. Je trouve qu'il dépense beaucoup d'énergie pour gagner des points. Encore. Oui. Ça, c'est dû à un physique qui est forcément un peu... Pas limité, j'aime pas ce mot-là parce que c'est un peu péjoratif, mais disons que dans son jeu, il n'y a pas suffisamment de points gagnés à l'économie. Gratuitement, avec un gros service. Un gros service, un coup droit long ligne qui fait mal. Voilà. Il a d'autres atouts dans sa manche et des très beaux atouts. Il a une main extraordinaire. Il est capable de piéger les adversaires avec je trouve qu'il a un sens du jeu et il a la géométrie du court. Il me fait penser beaucoup à la roublardise d'un Santoro par moment dans la manière qu'il a de piéger les adversaires. C'est un compliment. Oui, mais voilà, est-ce que ça suffit en Grand Chelem sur les longs formats ? J'ai vu un très bon match contre Londero l'année dernière à Roland-Garros, dans lequel il avait très bien joué, mais beaucoup puisé. Est-ce que ça ne va pas le limiter sur des formats longs, c'est-à-dire un Grand Chelem, c'est 7 matchs, c'est 2 semaines. J'attends de voir s'il a les réserves physiques, parce que son jeu n'est pas économique encore. Voilà. Donc sur les petits tournois, sur les tournois en 2-7 gagnants, je dis banco. Je pense qu'il peut créer des surprises. Il peut gagner son premier titre cette année. Il l'a prouvé. Reste à savoir ce que ça va donner sur le long terme. Moi, je trouve qu'il a montré quand même des choses différentes et intéressantes dès ce tournoi de Doha où il était un peu plus offensif, il était un petit peu plus en changement de rythme. C'est vrai que l'an dernier, on le voyait couvrir beaucoup de terrain. Il a des qualités physiques exceptionnelles pour sa petite taille. Je rappelle qu'il fait 1m75, donc il cavale pour couvrir le terrain. Et ça, c'est très impressionnant. En plus, il a un œil de dingue. Donc voilà, c'est ces qualités-là sur lesquelles il peut s'appuyer pour après évoluer et faire évoluer son jeu. Dernière question, selon vous, il peut aller jusqu'où ? Pas cette année, mais dans sa carrière. Oula, c'est compliqué comme question. C'est la dernière en plus. Poser de limites. Ouais, mais non, je pense pas qu'il faille dire il pourra pas faire mieux que top 20, top 15, top 30. Il a pas tout à fait le même jeu évidemment, mais en termes de gabarit, un exemple peut être Diego Schwartzmann. Ouais. Qui est un peu le seul de ce gabarit-là à avoir atteint pas le top 10, mais on est tout proche top 15, top 20 depuis plusieurs années. Faire des deuxièmes semaines de Grand Chelem, réussir à emmerder les meilleurs joueurs du monde. Donc je pense que ça peut être un exemple pour lui montrer qu'il malgré certaines éventuelles carences physiques sur lesquelles il peut absolument rien faire, à sa taille par exemple, qui fait qu'il n'aura jamais un service avec lequel il pourra faire 20 aces par match, que malgré ça, il peut, en ayant un jeu de jambes extraordinaire, en bossant comme un dingue le retour et en bossant physiquement plus que les autres, il peut faire top 20 et pourquoi pas top 10, on n'en sait rien en fait. Et toi, Romain ? Moi, j'ai envie d'être plus optimiste que ça. Allez, soyons, c'est le début de l'année, soyons un peu fous. Je pense que
J'ai envie de me baser sur les carrières de Sébastien Grosjean, d'Arnaud Clément, même si c'était une époque différente où les Golgoth du tennis étaient peut-être moins omniprésents, même s'il y avait encore des sacrés gabarits à leur époque. Bien, je pense des Philippe Poussis, les Ivanovic, etc. Moi, je pense qu'il peut faire son trou jusqu'au top 10. Je le vois bien aller jusqu'au top 10. On peut pas croire qu'avec les qualités qu'il a, qui n'ont rien à envier à celles qu'avait Sébastien Grosjean ou Arnaud Clément à l'époque, il ne puisse pas atteindre le top 10. Ces deux joueurs-là ont atteint le top 10, donc pourquoi pas lui. Donc je mets un petit billet sur une carrière avec un passage dans le top 10. Allez. Bah c'est bien pour commencer l'année. Et moi, je veux juste rajouter qu'en plus, il est très intéressant d'un point de vue intellectuel, où il a plein d'autres centres d'intérêt, qui soient la littérature, la musique. Donc c'est toujours un plaisir de discuter avec le gars. Il est pas con. Donc ça, c'est aussi agréable. C'est déjà la fin, donc merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce premier épisode d'Air Open. On vous souhaite un très bon Australian Open et puis on se retrouve au mois prochain pour le prochain numéro. À très bientôt.